Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir encore pour un nouveau fabuleux destin de femme, toujours accompagnée de mon amie Isabelle Didier-Olliel. Bonsoir Isabelle. Salut Yannick. Comment ça va? Très bien. Alors prête? Oui. Ouais. Prête. Allez, ce soir je vais te laisser. C'est toi qui commences. Tu vas nous dire tout de suite et à ta manière, tu vas nous raconter de qui on va raconter le fabuleux destin. Oui, Galit. Alors j'avais envie d'abord de te fredonner une chanson qui ne m'a pas lâchée durant toute la préparation de cette émission. En plus, c'est une chanson, c'est un titre qui m'a parlé puisque j'avais écrit un texte qui portait ce même titre. Et voilà, et pour cause. J'ai deux amours, mon pays et Paris, et pour eux toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris. Paris tout entier. Alors, tu l'as compris, Galit, ce soir, on parle de Joséphine Baker. Joséphine Baker, donc voilà. Joséphine Baker, Isabelle, en plus, tu chantes super bien. Ouais, bon. Oh, bah si, bravo, bravo. Alors, Joséphine Baker, effectivement, immense artiste, chanteuse, danseuse, meneuse de revue, actrice, résistante, militante, antiraciste, encore une femme extraordinaire à la vie et au destin incroyable, un destin hors norme qui fera de cette petite fille pauvre du sud des États-Unis la première femme noire à entrer au Panthéon. Eh bien oui, 46 ans après sa mort, il y a tout juste quelques semaines, c'est la première femme noire à faire son entrée dans le Temple des grands hommes, au Panthéon. Elle qui disait que la France, elle devait tout à la France, que c'était sa patrie de cœur. Eh bien sur Tandem, on devait lui faire cet hommage ce soir, Galit. Alors c'est le 3 juin 1906 que naît Freda Joséphine aux États-Unis, dans le Missouri. Son père, Eddie Carson, est un musicien de rue, mais il abandonne très vite sa famille en 1907. Sa mère, Carrie McDonald, va se remarier avec Arthur Martin, un ouvrier. Elle aura 3 autres enfants avec lui. Et Joséphine Baker va prendre, elle, le nom de sa mère, McDonald. McDonald. Alors voilà, ils sont très pauvres. Hein, ils sont dans le sud des États-Unis. Et pour rapporter un peu d'argent, Joséphine, surnommée à l'époque Tumpy, est placée donc dès l'âge de 8 ans dans des familles blanches riches. Et très vite, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas comme eux. Ils lui demandent de ne pas embrasser les petits bébés. Bah oui, très jeune, la jeune petite Joséphine prend très vite conscience des discriminations. Et au cours de son enfance, elle assiste à des émeutes à East Saint-Louis en 1917. Parmi les plus sanglantes, il y a eu 39 Noirs qui ont été tués et plusieurs qui ont été laissés sans abri à ce moment-là. Et en 1920, donc elle a 13 ans seulement, quand elle se marie pour la première fois. 13 ans, ça nous paraît aujourd'hui complètement aberrant. Donc elle quitte l'école et elle se marie avec Willie Wells, mais elle est mariée, mais elle continue à vivre avec sa famille. Oui. Alors, son mariage va durer très peu de temps. Hein, et à la fin de ce mariage, Joséphine danse. Elle danse depuis qu'elle est toute petite. Ouais. Donc là, elle va rejoindre un trio d'artistes qui s'appelle le Jones Family Band, et pour ensuite intégrer une troupe itinérante dans laquelle elle va partir en tournée. Et voilà. Et pendant cette tournée, donc c'est à Philadelphie qu'elle va rencontrer un autre Willie Baker, dont elle gardera donc le nom toute sa vie. Et cette fois, elle l'épouse, elle aussi, en 1921. Donc elle a 15 ans, la petite Joséphine, et elle s'installe cette fois avec lui. Exactement. Donc pour Joséphine, pour gagner sa vie, eh bien, elle danse au Standard Théâtre, où elle gagne $10 par semaine. Mais elle voit grand et elle a envie de danser. Et là, l'envie de danser la pousse à partir à Broadway. Elle va quitter son deuxième mari, son deuxième Willie. Et là, elle va tenter sa chance à New York. Et donc là, à 16 ans, elle commence comme habilleuse donc, à Broadway. Elle regarde dans l'ombre, elle apprend. Hein, elle les regarde danser, les danseuses, elle apprend toutes les danses. Et lorsqu'une danseuse tombe malade, on la choisit, on la prend pour la remplacer. Et avec ses grimaces, son sens de l'humour, elle devient très vite très populaire. Et en fait, le public l'aime tout de suite. Ah oui, mais alors, c'est là qu'elle va faire la rencontre de sa vie, évidemment. Elle va rencontrer Caroline Dudley Reagan. C'est une mondaine, l'épouse de l'attaché commercial de l'ambassade américaine à Paris, Donald J. Reagan. Et elle voit tout de suite en Joséphine Baker un grand potentiel. Elle lui propose de la suivre à Paris, de lui payer $250 par semaine. Et parce qu'elle veut créer une troupe, elle va réunir 20
musiciens, dont des choristes, dont Joséphine Baker, et elle veut donc faire un spectacle composé d'artistes noirs, et ça s'appelle la Revue Nègre. Alors la Revue Nègre, ça nous paraît aberrant aujourd'hui, mais la Revue Nègre, c'est lié à toute l'émergence du jazz en France. Le jazz qui a débarqué à la fin de la Première Guerre mondiale à Paris, avec tous ces soldats américains, ces GI qui sont venus, qui ont joué, qui ont appris et qui ont montré cette musique aux Français. Et très vite, on ressent l'influence du jazz sur les musiciens locaux, des musiciens comme Stravinsky, mais aussi sur les poètes, Apollinaire, Cocteau. Et puis vite, il va y avoir ces boîtes de nuit, ces boîtes de jazz qui vont pulluler dans Paris. Et ça va être la mode du Charleston. C'est la mode du Charleston. Exactement, c'est à cette époque où les spectacles de Noirs font fureur que Joséphine Baker débarque à Paris. On est le 25 septembre 1925. Et peu de temps après, donc son arrivée, les répétitions commencent le 2 octobre. Et là, elle passe en première partie dans la Revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées. Théâtre des Champs-Élysées, donc c'est magnifique. Mais là, déjà, très vite, le spectacle fait salle comble, c'est un très gros succès immédiat. Alors quasiment nu, vêtu d'un simple pagne, et dont on se souvient de cette ceinture de banane. Joséphine Baker danse le Charleston dans un décor de savane au rythme des tambours, et donc elle interprète la danse sauvage. Il s'agit ici de se moquer des Blancs, de leur manière de gérer les colonies, car la France, bien que moins raciste que les États-Unis, gère mal un peu l'insertion des Noirs, des gens de couleur dans la société. Ouais. Et voilà. Alors, bien sûr, Isabelle, pourtant, Joséphine Baker, descendante d'esclaves, elle aime bien. Elle savoure cette liberté française, même s'il y a encore des discriminations, mais rien à voir avec ce qu'elle a pu connaître aux États-Unis. Donc, elle savoure vraiment cette sensation de liberté qu'elle rencontre à Paris. Et puis, elle captive ce public blanc, parce qu'à l'époque, effectivement, il y a une sorte de ce qu'on appelait la négrophilie. Ouais. Encore une fois, c'est des termes qui nous paraissent aujourd'hui vraiment complètement aberrants. Et les spectateurs sont conquis. Le show devient l'un des événements artistiques de l'année. De l'année, voilà. Et après une tournée en France et en Europe en 1927, elle casse son contrat et elle signe pour mener sa propre revue aux Folies Bergères. La légende est lancée, sa bonne humeur, ses mouvements rapides et sensuels, sa grâce, c'est exactement ce que le public voulait. Et Joséphine Baker devient immédiatement populaire, tellement populaire qu'il va y avoir la poupée Joséphine Baker, il va y avoir les parfums Joséphine Baker, il va y avoir même les femmes qui vont se coiffer comme elle, qui vont lisser leurs cheveux avec un gel qui s'appelle Baker Fix. Alors voilà, et en fait, elle va plus s'arrêter à partir de là. Elle ne s'arrête pas, elle enregistre aussi des chansons pour les maisons de disques Odéon. Elle réalise même un film intitulé La Sirène des Tropiques en 1927. Alors, elle est conseillée à l'époque par son manager et amant Giuseppe Abatino, dit Pepito. Alors, Pepito, avec qui elle aura une liaison qui durera 10 ans, de 1926 à 1936. Ça sera son mentor tout au long de son ascension. Exactement. Alors Joséphine Baker voyage beaucoup, elle fait une tournée en Europe, elle va jusqu'en Argentine, mais son lien avec la France et surtout avec Paris est tellement fort qu'elle a besoin de revenir, et elle dira même qu'elle ne peut pas vivre sans Paris. Et bien dans le même temps, elle devient l'égérie des cubistes qui vénèrent son style, ses formes, et elle suscite l'enthousiasme des Parisiens pour le jazz et les musiques noires. C'est aussi à cette époque qu'elle rencontre Georges Simenon, qu'elle engage comme son secrétaire, et puis il va aussi devenir son amant. Ah ben voilà, donc elle les enchaîne, et puis elle va voyager beaucoup, elle va faire des tournées en Europe, elle va jusqu'en Argentine, et elle a un lien tellement fort avec la France et Paris qu'elle a besoin tout le temps de revenir régulièrement, tout le temps de revenir à Paris. Elle ne peut pas vivre sans Paris, en fait. C'est ce qu'elle dira tout le temps. C'est ça. Elle disait « J'ai bien vite compris Paris et je l'aime passionnément. D'abord, Paris m'a adoptée dès le premier soir. Il m'a fêtée, comblée, aimée aussi, je l'espère. Paris, c'est la danse et j'aime la danse. » Alors, elle disait avec son accent « J'aime la danse. » Et elle apprend le français pour pouvoir parler et puis chanter dans sa langue d'adoption. Entre 1927 et 1930, elle se transforme. Et la nouvelle Joséphine Baker,
elle pose ses bagages au Casino de Paris en 1930. Son spectacle s'intitule Paris qui remue et elle chante en français et elle porte des tenues glamour. Voilà. Alors, on est en 1931. Elle connaît donc elle rencontre un immense succès avec ce fameux titre que tu nous as fredonné en début d'émission, J'ai deux amours. J'ai deux amours. Voilà, moi aussi, je ne suis pas en reste. Alors, en quelques années, elle est devenue l'une des artistes les mieux payées d'Europe. Mais avec la Grande Dépression de 1929, la grande crise, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de misère. Et elle est très sensible à ça. Elle va distribuer des repas aux personnes âgées dans le besoin. Alors, elle va créer l'ancêtre un peu des Restos du Cœur. Ça s'appelle le pot-au-feu des vieux. Et oui. Joséphine Baker n'a jamais oublié d'où elle venait, cette petite fille pauvre. Et elle tourne alors en ce moment aussi quelques films dans ces années-là, notamment pour Marc Allégret, le film de Marc Allégret, Zouzou, ou encore Princesse Tam Tam. En 1935, Joséphine Baker décide d'embarquer pour les États-Unis au bord du paquebot le Normandie. Alors elle veut absolument conquérir aussi les États-Unis, elle veut faire sensation là-bas. Sauf que aux États-Unis, le succès tant espéré n'est pas au rendez-vous et elle doit à nouveau, alors qu'elle pensait que elle se sentait tellement libre à Paris, elle pensait que c'était fini. Non, mais aux États-Unis, elle est à nouveau face aux discriminations. Elle doit y faire face. Pour les Blancs, elle est trop noire. Pour les Noirs, elle est trop blanche. Voilà, c'est toujours, ce sera finalement toute sa vie, ça la suivra. Et elle rentrera en France le cœur brisé. Et oui, alors l'Amérique est sceptique, il ne lui tente pas les bras. Plus tard, son mari, Joe Bouillon, expliquera l'épisode américain en disant « Joséphine a quitté Paris, riche, adorée, célèbre dans toute l'Europe, mais à New York. Malgré la publicité qui a précédé son arrivée, elle a été reçue comme une fille de couleur, hautaine. Le public blanc voulait voir des Noirs. Cantonnée dans des rôles de nègres, des mamas, des chanteuses de blues. Et donc, elle n'était pas intéressée de voir une femme noire, sophistiquée, stylée, gracieuse. Enfin, voilà, ils ne voulaient pas voir ça. Alors, à l'époque, c'était les Ziegfeld Follies qu'elle avait intégré, le show, un show magnifique, effectivement très glamour, etc. Et donc Pépito, comme tu as dit, le succès n'était pas au rendez-vous, et Pépito et Joséphine se séparent après l'échec de ce show. Et finalement, le pauvre, lui, mourra l'année suivante, en 1936. Oui. Alors, on se souvient, Galit, que Joséphine s'était mariée à 15 ans avec Willie Baker, mais qu'elle n'avait jamais divorcé de ce jeune homme. Eh bien, avant de quitter les États-Unis, elle veut vraiment... elle veut rompre définitivement avec les États-Unis, et à ce moment-là, elle divorce avec ce Willie Baker et elle est libérée. Et donc, elle va rompre définitivement avec aussi les États-Unis et avec lui. Oui, voilà, c'est ça. Elle rentre donc en France, elle reprend un rôle principal de meneuse de revue aux Folies Bergères en 1937. Elle épouse encore un troisième mari, pas un Willy cette fois. Elle épouse Jean Lion. Lévy, exactement. Alors, ce Jean Lion est le fondateur des bonbons Lappi qui chante. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr, Lappi qui chante. Lappi qui chante. Il est courtier en sucre français et en épousant Joséphine Baker, il lui offre la nationalité française. Et le mariage a lieu le 30 septembre 1937 à Crèvecoeur-le-Grand. Le couple s'installe au château d'Émilande, le château d'Émilande qui va être très important pour elle, en Dordogne. Son château, Joséphine le surnomme le château de la Belle au bois dormant. Mais ce château, ou pas, le mariage est mouvementé. Et il ne va pas durer longtemps, ils vont divorcer 14 mois plus tard. Une vraie croqueuse d'hommes, cette Joséphine. Alors Jean Lion, Lévy, donc de son vrai nom, était juif, bien sûr. Elle a même songé à un moment donné à se convertir, mais ça n'a pas duré assez longtemps, leur idylle. Par contre, pendant la Seconde Guerre mondiale, Joséphine Baker va l'aider, Jean Lion et toute sa famille, à obtenir des papiers et à partir vers les États-Unis. Donc, elle va leur sauver la vie. Complètement. Là, on va aborder évidemment un épisode héroïque de la vie de cette femme, de Joséphine Baker, cette femme extraordinaire. Elle va commencer dès le début de la guerre, en 1939, en chantant pour les soldats qui sont sur le front. Joséphine Baker aime la France. Et quand elle est contactée par le capitaine Jacques Aptet, un officier des services secrets français, qui lui propose de devenir un agent du bureau du service de contre
contre-espionnage, eh bien, elle n'hésite pas. Joséphine profite de sa notoriété pour recueillir des informations. Et lors de ses déplacements, tout en levant des fonds au profit des troupes françaises, eh bien, pour cela, elle fréquente la haute société, évidemment, parisienne, et elle se mobilisera aussi pour la Croix-Rouge. Elle s'engage le 24 novembre 1940 dans les services secrets de la France, libre toujours via le commandant Aptet qui restera son officier jusqu'à la libération. Oui, elle est très active en France, puis en Afrique du Nord, où elle s'installe au Maroc et commence une tournée qui ira de Marrakech au Caire, de Beyrouth à Damas. Elle va s'installer au Maroc parce que là, les Allemands, ils ont un peu des soupçons, donc elle va partir s'installer au Maroc entre 41 et 44. Elle soutient les troupes alliées américaines et lors de longues tournées, elle ramasse toutes les infos qu'elle peut auprès des officiels qu'elle rencontre. Elle s'acquitte des missions importantes. Elle dissimule même des messages dans ses partitions musicales. Lors de la première mission à destination de Lisbonne, elle cache dans son soutien-gorge un microfilm contenant la liste des espions nazis qu'elle remet aux agents britanniques. Vraiment, c'est une espionne grand modèle. Elle est extraordinaire. Et en 1943, elle débarque à Alger. Alors à Alger, elle rejoint le général de Gaulle, et lui offre, lui, en personne, une petite croix de Lorraine en or, distinction qui symbolise la France libre et la résistance. Alors, elle vendra par la suite aux enchères cette petite croix pour la somme de 350 000 francs au profit exclusif de la résistance. Alors, elle est officiellement engagée pour la durée de la guerre à Alger dans les forces aériennes françaises libres, parce que il faut le dire, elle était titulaire d'un brevet de pilote en plus, donc elle était, franchement, c'était pour l'époque, voilà. Elle devient carrément même sous-lieutenant dans l'armée de l'air, enfin en tout cas dans les forces aériennes libres. Elle admirait, elle était fascinée par le général de Gaulle, auprès de qui, finalement, elle va travailler tout au long de la guerre. Et à la Libération, en octobre 1944, Joséphine débarque à Marseille. Pour ses services rendus à la France, elle reçoit la Légion d'honneur, la Croix de guerre et la médaille de la Résistance. Elle chante à Belfort pour les troupes du général de Lattre de Tassigny et poursuit ses activités pour la Croix-Rouge. Ses activités pendant la guerre lui vaudront aussi la médaille de la Résistance française et les insignes de chevalier de la Légion d'honneur en 1961. Hallucinant. Franchement, elle était... Bon, c'est Joséphine Baker. Et pendant la guerre, elle a aussi, malheureusement, vécu un drame personnel. En 1941, elle a accouché d'un enfant mort-né, donc arrivé à terme de la grossesse. Et elle a contracté donc une très grave infection qui a mené donc à une hystérectomie. Donc elle devient stérile, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. C'était à Casablanca. Et c'est le drame de sa vie. Oui, du coup, après la guerre, elle se lance corps et âme dans un nouveau combat, la lutte contre le racisme. En 1951, lors d'un voyage de la chanteuse aux États-Unis, l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur décrète un Joséphine Baker Day. Et oui, et alors même qu'elle milite en faveur des Noirs, les discriminations la rattrapent. Un jour qu'elle se rend au Start Club, dans un cabaret les plus populaires de New York, et bien elle y va pour dîner, après une représentation, sa commande n'arrive pas. Et Joséphine crie au scandale et accuse un journaliste présent sur place, Walter Winchell, de ne pas l'avoir défendue. Vexé, il se lance dans une campagne contre la star, l'accusant d'être communiste et d'avoir aidé Mussolini durant la guerre. Ce scandale la pousse à prendre une décision de plus contre le racisme, puisqu'elle exige désormais une clause dans ses contrats de non-discrimination afin que tous les publics soient acceptés pendant ces spectacles. Oui, parce qu'à l'époque, aux États-Unis, effectivement, les Noirs ne pouvaient peut-être pas accéder au spectacle. Alors, entre-temps, en 1947, Joséphine Baker, la croqueuse d'hommes, revient avec un quatrième mari. Donc, elle épouse Joe Bouillon, un chef d'orchestre très populaire avec qui elle achète cette fois le château d'Émilandes, dont elle était locataire finalement depuis 1937. Le couple imagine une tribu arc-en-ciel, c'est-à-dire que tout simplement, comme elle ne peut plus avoir d'enfants, il décide d'adopter.
Et elle va adopter des enfants de nationalités et de religions très différentes. Au fil des tournées, elle va adopter 10 garçons et 2 filles. Et oui, mais ce rêve d'harmonie se heurte à la réalité trop généreuse, trop dépensière. Joséphine engloutit sa fortune dans un train de vie trop élevé. Criblée de dettes, elle n'arrive pas à gérer son argent et ses difficultés font voler encore son couple en éclats. Puis Jo Bouillon la quitte et part s'installer en Argentine. C'est la fin de ce 4e mariage. Eh oui, alors pour renflouer les caisses, Joséphine Baker court après les cachets. Elle a 2 millions de francs de dettes. Et en 1964, le château est sur le point d'être vendu aux enchères. La star lance alors un appel à la télévision pour sauver sa propriété, parce que c'est quand même la maison de ses enfants, et ils sont 12. Bouleversée par sa détresse, c'est Brigitte Bardot qui va venir l'aider. Alors, Brigitte Bardot, à l'époque, bien sûr, la star, au sommet de sa gloire, elle répond à la télévision et elle invite les Français à envoyer des dons pour aider Joséphine Baker à sauver son domaine, qui effectivement, cette fois-là, sera temporairement sauvé. Alors, tous ces déboires financiers ne l'empêchent absolument pas de poursuivre son engagement en faveur de plus d'égalité. En août 63, lors de la marche de Washington, organisée par Martin Luther King, vêtue de son ancien uniforme, et arborée de toutes ses médailles qu'elle porte fièrement, elle prononce un discours où elle décrit la liberté dont elle jouit en France. Elle dira là-bas, vous savez mes amis, que je ne mens pas quand je vous dis que je suis entrée dans les palais des rois et des reines et même dans la maison du président et bien plus encore. Mais je ne pouvais pas entrer dans un hôtel en Amérique et demander une tasse de café. Cela m'a rendue folle. Et quand je m'énerve, vous savez que moi, j'ouvre ma bouche. Alors, elle s'engage aussi en France. Donc ça, bien sûr, c'est les discriminations aux États-Unis, comme tu l'as expliqué. Elle s'engage donc aussi en France dans l'action de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, à l'époque la LICA, qui deviendra donc la LICRA. Donc en plus des discriminations, elle s'engage contre l'antisémitisme. Exactement. Alors Joséphine a été profondément marquée par la Shoah. Elle s'est rendue à Auschwitz, à Dachau. Elle se sentait très liée à Israël, notamment avec Golda Meir. Elle est d'ailleurs venue pendant la guerre des 6 jours faire des conférences en Israël et en Égypte. Elle a même demandé à l'un de ses fils, un des fils qui était juif, qui s'appelait Moïse, de porter une kippa, et à un autre, Ibrahim, de porter la chéchia. Eh oui. Alors, à l'automne 1968, elle est rattrapée par les déboires financiers et son château est à nouveau mis aux enchères. Elle doit cette fois-ci plier bagage. Elle est furieuse, Joséphine Baker. Elle n'accepte pas son sort. Après la trêve hivernale, elle se barricade carrément avec ses enfants dans son château. Mais finalement, ils viennent et elle est expulsée le 11 mars 1969. Il y a une image comme ça avec elle sur le perron. Exactement. Qui a fait le tour du monde. Exactement, cette image, elle dehors sur le perron, a vraiment fait le tour du monde. Et Joséphine Baker a 63 ans. Elle est affaiblie, elle se retrouve hospitalisée, ruinée. Elle doit trouver en urgence un refuge pour elle et ses 12 enfants. Le monde du spectacle est sous le choc. Alors, comme tu l'as dit, Brigitte Bardot a lancé un appel. D'ailleurs, elle va même lui envoyer un chèque, même si elle ne la connaît pas vraiment. Mais donc, cet appel va arriver jusqu'à la princesse Grace de Monaco, qui va, elle, lui trouver une villa pour elle et ses 12 enfants. Et elle va lui trouver un logement à Roquebrune, à côté de la principauté. Et elle invite pour des spectacles de charité Joséphine Baker. Alors, la transition est difficile pour elle et pour ses enfants. Elle décide de s'en occuper. D'ailleurs, elle va s'arrêter pendant un petit moment. Elle va être très présente pour eux. Mais rapidement, il faut qu'elle remonte sur scène parce qu'il lui faut de l'argent, il faut qu'elle rembourse ses dettes. Elle supporte pas d'avoir des dettes, elle supporte pas d'être redevable. C'est impossible pour elle. Donc, elle avait l'espoir de remonter sur scène, de gagner beaucoup d'argent et de racheter peut-être même le château d'Émilandes. Mais voilà, elle est déjà, comme tu l'as dit, elle est déjà âgée. Et puis à Roquebrune, finalement, elle vivra 6 années de bonheur. Oui. Bon, c'est vrai que le château d'Émilandes, ça a été terrible pour elle, parce qu'elle avait des rêves là-bas. Bon, le 24 mars 1975, pour fêter ses 50 ans de carrière, elle inaugure la rétrospective Joséphine
à Bobino. Alors, il y a le prince Régnier III qui s'y trouve, avec la princesse Grace, parmi donc, les mécènes. Dans la salle se trouvent aussi beaucoup d'artistes. Il y a Alain Delon, Jeanne Moreau, Jeanne d'Arc, Tino Rossi, il y a même Jeanne d'Arc, non, pas Jeanne d'Arc, j'ai dit. Mireille d'Arc. Mireille d'Arc, Jeanne d'Arc, Mireille d'Arc et Jeanne Moreau, Tino Rossi et même Mick Jagger. J'ai peut-être fait Mick Jagger avec Jeanne d'Arc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait. Le 10 avril 1975, alors que la veille, elle a donné sa 14e représentation devant une salle comble et enthousiaste, Joséphine Baker est victime d'une attaque cérébrale. Elle va être transportée donc, à la salle pétrière dans un coma profond et elle meurt le 12 avril à l'âge de 68 ans. 68 ans, et oui. Elle reçoit donc les hommages militaires. Elle aura droit à des funérailles catholiques célébrées donc, le 15 avril 1975 à l'église de la Madeleine, à Paris. Et le 19 avril, elle sera inhumée à Monaco, au cimetière de Monaco. Mais Joséphine Baker était finalement, Isabelle, une personnalité complexe. Il y a certaines choses que tu ne nous as pas dites. Oui, parce que Joséphine Baker était bisexuelle. Et on l'a vu, elle a été mariée à de nombreux hommes, mais elle avait aussi, c'est quelque chose qui n'a pas été révélé au grand public, mais elle aimait aussi les femmes. Et elle a eu des relations, notamment avec l'écrivaine célèbre Colette, avec aussi la peintre Frida Kahlo. Et voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas été connu du grand public. Bon, alors donc tu nous fais des révélations. En tout cas, c'était une femme libre et malgré tout ça, malgré son engagement contre le racisme et pour l'inégalité des droits, Joséphine a pu faire preuve d'homophobie en chassant de chez elle un de ses fils, Jarry Bouillon Baker, pour l'envoyer chez son père en Argentine parce qu'il était homosexuel et qu'elle craignait, encore une fois, chose aberrante à notre époque, qu'il contamine ses frères. Oui, Gali, surtout que... Autre époque, autre code. C'est ça. Surtout que ça n'a pas empêché qu'elle devienne le symbole de la femme libre. Presque 50 ans après sa mort, les hommages pleuvent encore, des rues, des places, des crèches, une résidence universitaire et même une piscine porte son nom. Et en 2013, c'est Régis Debray, l'écrivain, qui émet le premier l'idée de la faire entrer au Panthéon. Alors, le projet à l'époque n'aboutit pas, mais c'est relancé au printemps dernier, au printemps 2021, par une pétition sur les réseaux sociaux qu'ils ont intitulée « Osez, osez Joséphine », Osez Joséphine, pas Osez, osez, pas la chanson, Osez Joséphine, et qui est lancée par l'essayiste Laurent Kupferman. Oui, et cette fois, le succès est rendez-vous, cette demande est finalement entendue. Le président Emmanuel Macron annonce le 21 août que Joséphine Baker va devenir la première femme noire à entrer au Panthéon, et seulement la 6e femme à y prendre place. Le 30 novembre, jour anniversaire de sa naturalisation française, jour pour jour, 84 ans plus tôt, cette femme engagée dans tous les combats a fait son entrée au Panthéon. La dépouille de l'ancienne résistance reste toutefois à Monaco. C'est juste un cénotaphe qui se trouve au Panthéon avec une plaque immortalisée par une plaque. À l'intérieur du tombeau, on y a mis de la terre qui représente les 4 lieux qui ont bien sûr marqué sa vie. Donc le Missouri, les États-Unis, le château des Mille-Landes, Paris, Monaco. Donc voilà, il se trouve... Voilà, et par contre, elle est restée dans sa dernière demeure, son corps est... Oui, son corps est resté à Monaco. Pas vous le dites. Donc une grande femme, un fabuleux destin, une amoureuse de la France. Eh oui, tu sais, Gali, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir sa vie. Je ne connaissais pas beaucoup, j'avoue. On connaît tous Joséphine Baker, mais je connaissais pas. C'est vrai que là, on en a entendu parler parce qu'elle rentrait au Panthéon. Exactement. On s'est tous réintéressés. Voilà, on s'est tous réintéressés. J'ai eu des plaisirs à écouter ses chansons, à écouter son interview, son accent comme ça, chantant, et vraiment sa voix douce et légère, elle m'a transportée dans une nostalgie d'un Paris, d'une culture française que moi, je n'oublie pas. Oui, qu'on n'oublie pas. On doit être quelques-unes comme toi et comme moi, finalement, Isabelle, nous ici en Israël, à pouvoir effectivement tous les jours, encore, malgré nos années d'Alia, à chanter qu'on a 2 amours, notre pays ici
et Paris. Exactement. Voilà, Isabelle, Exactement. écoute, merci encore, hein, merci encore une fois pour ce nouveau destin, pour cette nouvelle vie, pour cette Joséphine Baker Life. Voilà. Merci à toi. Merci. Et puis à la Moi, prochaine pour une autre. On va voir, on va trouver, on va creuser. Ouais. On va Tu veux que réfléchir. je chante une autre chanson? Ah Non, c'est oui. bon, c'est bon. Non. La prochaine. Non Non, j'ai bien aimé celle-là. On va terminer comme ça. Voilà, on termine par une chanson de Candel. Dans Elle aime mon bien. village, j'élève tendrement. Dans mon village, 5 tout petits enfants, 5 orphelins d'ici de là, qui s'ennuyaient seuls ici-bas. Et j'ai voulu qu'ils soient choyés dans un foyer. Bon, on pourrait continuer, mais c'est très joli. Je vous conseille de Chers d'écouter. téléspectateurs de Tandem, ce soir, on a découvert le fabuleux destin de Joséphine Baker et on a découvert aussi les talents de chanteuse Non, j'ai pas de talent de d'Isabelle Didier-Oliel. Isabelle, merci beaucoup. À Merci la à prochaine. toi. Merci Gaëlle. à vous de nous suivre pour ces fabuleux destins les uns après les autres. Et puis, au prochain, à la prochaine femme, au prochain destin. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.